Ah, je suis désolée, désolée, désolée. Allô? Bon! Hey, quel stress pour toi! Vraiment? Ah Et oui, là, j'en profite parce que Marie-Christine elle est là. Puis c'est elle qui m'a envoyé toutes les questions, tu sais, depuis mon... J'essaie d'ouvrir mon écran avec toutes les questions, puis il n'y a pas d'Internet. c'est le bonheur total, là. C'est comme... Ouh! Alors, oui, mais peut-être que Marie-Christine et vous pourriez poser les questions, tu En sais, vrac. au fur et à mesure, oui, puis qu'on pourra... Je comprends pas. J'ai pas d'Internet ce matin, nulle part. Donc, voilà. Mais, donc, On sourit, on respire, puis on passe à d'autres choses. je suis vraiment, vraiment désolée. Puis, tu sais, d'habitude, j'ai toutes mes feuilles avec mes points. Puis là, ce matin, je faisais, on va répondre aux questions. Donc, Tu ne l'as pas je n'ai- imprimé, et voilà. OK, euh, ben, est-ce que tu en as de mémoire avant que les gens commencent à en oui, écrire, oui, là? j'en ai une mémoire, mais avant, Vas-y. je te disais de l'autre côté, c'est que je voulais te faire part de ma rencontre avec une des dermatologues que j'ai rencontrées pour nos études. Oui, oui, cool, oui. Donc, parfait. Puis on va y arriver aux omégas. Ça tombe bien parce qu'on est dans ces échanges-là en ce moment. Ah Parce que ah. la demande, OK, elle demande quels omégas sont les meilleurs pour les troubles de l'humeur. Tu sais, Bon, si on commence avec ça, les recherches sont de deux types. Il y a un type où les produits sont très, très riches en EPA et pauvres en DHA. Tu as deux ratios. C'est la seule place où je m'intéresse au ratio, là, c'est beaucoup de EPA par rapport à peu de DHA, 350 par rapport à 50, donc 1 pour 7, ou 500 par rapport à 25. Euh, ou EPA pur, ça c'est dans les troubles de l'humeur, c'est ce qui est peut-être le plus documenté, ce qui est reconnu par CANMAT, l'Organisation canadienne sur le traitement de l'anxiété et des troubles associés. Euh, L'autre type d'études avec lesquelles moi je suis pas plus familier, mais avec lesquelles je travaille plus parce qu'on a plus d'éventail, c'est des très hauts dosages. Donc, obtenir les mêmes dosages de EPA, mais dans un produit plus normal, où tu vas travailler en plusieurs grammes par jour. Mais à part les premiers, qui sont plus ciblés troubles de l'humeur, on peut avoir les mêmes résultats avec n'importe quel, mais des dosages plus élevés. OK, parfait. OK? Euh, Puis il n'y a pas de problème non plus à prendre trop d'oméga. Tu sais, à un moment Le donné, pire, il y a deux choses qui peuvent arriver. Un, c'est pas un médicament, c'est pas un truc injectable, c'est un truc qu'on prend par la bouche. Alors, mettons que j'en prends trop, il va se passer une chose, ben, je vais avoir des selles huileuses. Pas le fun. Mais ça, c'est beaucoup. Autrement, si j'ai vraiment une dose trop élevée, il y a des gens qui vont avoir des segments de nez, par exemple. Mais c'est souvent des gens qui ont déjà ça d'avance. Alors, si c'est pas, vous n'avez pas cette fragilité-là, oubliez ça, c'est pas grave. Euh, mais à part ça, il n'y a vraiment pas grand-chose comme effet secondaire. Trouble digestif, c'est tout, là. C'est vraiment très, très bien toléré. À la base, c'est un aliment. puis on peut voir des effets. Tu sais, les oméga, tu sais, de ce que je comprends là, depuis un an, c'est que les oméga vitamine D, c'est comme une, tu C'est sais, la grosse base. C'est que c'est deux trucs qui sont déficients dans notre société. C'est deux trucs où la déficience, la carence est associée à de nombreux troubles, depuis les troubles d'attention, les troubles inflammatoires, les problèmes immunitaires, le cancer, etc. Alors, c'est juste logique de remettre ça là où ça devrait être. Et dans un contexte où, dans le cas des oméga 3, où on mange tellement trop d'oméga 6 et que depuis la fin du 19e siècle, on nous a bourré la tête que l'huile de soya, l'huile de maïs, l'huile de canola, toutes les polyinsaturés oméga 6 sont bons pour nous, quand en réalité, non. On se ramasse avec trop d'oméga 6. Il y a un monsieur qui s'appelle Guillaume, un chercheur français, mais qui vit aux États-Unis, le nom m'échappe, et il a fait un papier très intéressant où il a cumulé des études qui mesurent le taux d'oméga 6 dans les cellules grasses des Américains.
Et on devrait se ramasser avec quelque chose comme 5 à 7 de. Non, non, on est rendu à 21 dans les études. On a beaucoup trop. C'est ça le problème. OK. Et pourquoi quelqu'un demande de la lécithine à prendre avec les omégas? OK, ça dépend de l'indication. La lécithine a plusieurs rôles dans le corps. La lécithine, son nom chimique, c'est phosphatidylcholine. Oubliez tout ça, souvenez-vous du mot choline. La choline, c'est le précurseur de l'acétylcholine, neurotransmetteur de la mémoire et du mouvement. C'est aussi une composante essentielle de la bile. Mais là où c'est intéressant avec les oméga-3, c'est que ça, c'est un phospholipide. Donc, une structure où j'ai une glycérine, deux gras, un phosphate, puis une base. Ça, c'est la molécule qu'on retrouve dans toutes nos cellules, dans les membranes cellulaires. Souvenez-vous de votre bio secondaire, là, où toutes les cellules, c'est une double membrane de phospholipides. On a tout oublié ça, mais c'est vrai pareil. Alors, quand tu prends de la lécithine et des oméga-3, tu facilites l'incorporation des oméga-3 dans tes membranes cellulaires. Donc, c'est intéressant. Et comme c'est aussi un précurseur de la choline et qu'on sait que un précurseur de l'acétylcholine, ben, au niveau neurologique, c'est pas beaucoup. Oui, je connais les champignons hallucinants, mais c'est un sujet trop compliqué, puis c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mettons. Donc, si on prend de la choline, on est Oui. correct au niveau de la lécithine. En fait, rephrase ça autrement. Il y a différentes sources de choline, les œufs entre autres. Il y en a très peu de sources, à part la lécithine dans certaines légumineuses comme le soya et d'autres. Il y en a un petit peu. La choline a maintenant, depuis le début des années 2000, un apport nutritionnel recommandé de 350 mg et elle est souvent carencée dans notre alimentation. Alors, la lécithine est une source de choline intéressante, bien absorbée, biodisponible. Mais tu sais, si on parle de ton produit Focus, tu as un produit qui s'appelle la l'acétylcholine, même foutu mot, choline, une autre forme très bien absorbée qui travaille au niveau du cerveau. Alors, c'est une autre source de choline. Puis si on a de la silice qui est, tu sais, parce que Ah, OK, oui, je vois où tu vas. La silice qui est stabilisée avec de la phosphatidylcholine ou de la choline, oublie la dose, là. C'est un véhicule. C'est un peu comme toutes les plantes que tu vas voir sous forme de phytosomes ou tout, ben comme dans le monde des cosmétiques, les liposomes dans les crèmes, tu vois des petites gouttelettes, c'est fait avec la même molécule, mais la dose n'est pas là. Elle est vraiment conçue comme un véhicule, pas pour un apport nutritionnel. parfait. À part la vitamine C qu'on répartit dans la journée, est-ce qu'il y a d'autres, tu sais, parce que c'est vite. C'est vite éliminé. On parle du concept de demi-vie ici. La demi-vie, c'est la capacité du corps d'éliminer la moitié du stock qu'elle a. Alors, dans le cas de la vitamine C, c'est à peu près 30 minutes. Donc, tu comprends que si tu as éliminé 50 en 30 minutes, 50 de plus, tu es rendu à 25, 50 de plus, tu es rendu à 12,5, puis tu diminues comme ça, c'est une belle courbe comme ça. Et donc, oui, la vitamine C, ou ben là, on prend une longue action, ben là, on répète dans la journée parce que tu as beau prendre la quantité le matin, ben au midi, c'est fini. Tu restes avec un taux basal, mais tu as perdu les bénéfices d'en avoir plus dans le système. Alors, c'est pour ça qu'on a inventé quelque part les formes longue action, mais toutes ne sont pas égales, parce que comme on est dans le monde du produit naturel, pourquoi on va se casser les pieds et faire des études de pharmacocinétique, donc cinétique mouvement, hein, on ne le fera pas. Fait que tu as des formules anciennes qui ne sont pas nécessairement bien absorbées, d'où l'intérêt de répéter la dose dans la journée. Est-ce que c'est la seule vitamine ou le seul supplément qui a cet intérêt-là de le répéter dans la journée? Ça dépend. Les oméga-3, non, parce qu'on est dans un système d'accumulation, donc c'est plus la durée dans le temps que la fréquence à prendre. Et un peu comme la vitamine C et les oméga-3, ton problème, c'est que tu ne peux pas prendre une dose de cheval d'un coup parce que l'intestin va dire « Ah, j'en veux plus de ça. » Ça passe tout droit. Ça ne te tente pas. C'est la notion de plafond d'absorption. Tu absorbes. À un moment donné, il y a un plafond. Fait que tout le reste au-dessus de ça, tu ne l'absorbes pas. Le magnésium a ce problème-là, la vitamine C a ce problème-là, la glycosamine a ce problème-là, ou si tu en prends trop, ça passe tout droit. On ne veut pas aller là. Donc, on répartit. Mais les oméga-3, il y a une notion d'accumulation. Entre la première prise et l'atteinte de la concentration dans les membranes, souvenez-vous que je vous ai dit que ça passe d'abord là, ça peut prendre 2 semaines. Puis dans certains cas, si tu as une carence profonde, puis des lésions, puis c'est compliqué, bien, calcule 6 semaines avant d'avoir ton effet. OK. On est dans la durée. Parce que, tu sais, dans les suppléments qu'on prend
en plus grande partie, là, en plus de gélules ou en plus de comprimés, c'est les oméga, la vitamine D. Donc, vitamine D, même chose, on peut les prendre toutes d'un coup. Ah, vitamine D, écoute, OK. Demi-vie de la vitamine C, je t'ai dit que c'est 30 minutes. Demi-vie de la vitamine D, c'est 17 jours. Fait que vois-tu que t'es pas pressé, là? T'as pas besoin de répartir ça dans la journée, là. OK. Là, j'ai noté, je note les questions au fur et à mesure, mais je Vas-y, voulais vas-y. te faire une parenthèse sur, donc, j'ai pour nos études, j'ai Oui, rencontré des dermatologues et la première, fort charmante, me dit, tu sais, là, et je cite, OK, nous, les dermatologues, on ne peut endosser les produits naturels parce que OK. c'est des dermatites. Je suis restée, Pardon? j'ai fait, oh, qu'on part de loin, oh, que je vais changer de porte. Attends une minute. Tu peux pas endosser parce que ça cause des dermatites? Oui, Ben, ça, écoute, c'est comme dire, tu peux pas utiliser le médicament parce que ça va causer des dermatites ou des photosensibilités. C'est bien bizarre comme argument. écoute, je suis restée tellement bête, j'ai fait, où suis-je? Tu sais, et nous, les dermatologues, pas moi, madame une telle de telle clinique, là, tu sais. En tout cas, fait que voilà. Alors, j'ai changé, mais c'est pas évident aujourd'hui Très. de trouver un dermatologue qui fait encore, qui n'est pas dans l'esthétique, dans les injections, puis tout ça. Tu sais, va le chercher, là. Quelqu'un, mettons, qui veut se faire enlever un cancer de peau ou des trucs comme ça, il y a des listes, tu sais, c'est long avant, mais si tu veux des injections, c'est très rapide. C'est ça. Puis Garde, là, c'est la réalité du monde à deux vitesses dans lequel on est, où parce que les gens sont payés à l'acte, certains actes ne sont pas couverts par la RAMQ, ça devient beaucoup plus lucratif de faire quelque chose où il n'y a personne qui te pose des questions sur ta pratique, il n'y a personne qui te pose des questions sur ta façon de charger, puis la liste d'attente est infinie, fait que tu as toujours des clients. C'est vrai dans bien des domaines. Hein. Veux-tu faire un parallèle avec les garagistes? C'est la même affaire. Tu sais. Alors, c'est difficile et en plus, en médecine, ce qu'on discute depuis plus qu'un an, c'est qu'il y a un conflit fondamental, philosophique, où tout ce qui n'est pas sous prescription est une zone grise à laquelle on ne s'intéresse pas. Et donc, par définition, c'est pas bon. C'est vrai pour les médicaments de vente libre, c'est vrai pour les produits naturels, c'est vrai pour l'alimentation. voire dangereux. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je Écoute, te dis? non, mais puis, tu sais, je suis face à une scientifique, là, face à quelqu'un, tu sais, je suis pas dans les années 60, 70, 80. Vraiment, je me suis dit, mais il y a une espèce de mur. Absolument. Mhm. Écoute, sans le nommer, hein, l'autre pharmacien dans les médias, là, il a une philosophie, une vision très, très arrêtée des choses, très étroite, où si j'ai pas un spécialiste qui corrobore, si j'ai pas une tonne d'études immenses qu'on n'a jamais les moyens de payer, euh, c'est faux. Non. Tu sais, je t'ai dit la dernière fois, on enseigne à nos étudiants à confondre le budget du promoteur et la qualité de l'étude. Parce qu'une étude n'est bonne que si j'ai X centaines, voire milliers de personnes. Elle est bonne que si blablabla. Tu fais, oui, mais je peux avoir une étude à 60 personnes dans certains domaines qui va avoir une belle valeur P, donc une preuve mathématique qui dit que le résultat n'est pas dû au hasard, c'est le principe de la valeur P, et avoir un résultat très, très, très significatif. Puis mon exemple par l'absurde, si je veux prouver qu'un poison tue, j'ai besoin d'une seule personne. Mais, Bon, tu sais, parce que on reprend quand même des études. En tout cas, on a la volonté de le faire. Il faut juste trouver, à part toi, tu sais, il faut trouver les autres. Parce que ça prend un dermatologue. Pour des études pour la peau, ça prend un dermatologue. puis Et l'autre, oui, c'est le problème du contexte actuel et de la législation. Hein? Si tu regardes la législation de la direction des produits de santé naturelle et sans ordonnance, quand tu regardes la section sur les études cliniques, ça prend un médecin. Point. Je comprends, mais il y a des études. Tu veux faire une étude en homéopathie, as-tu vraiment besoin d'un médecin? Je ne le sais pas. Mais ça ne dit pas que ça te prend dans les études le spécialiste du domaine comme l'herboriste ou tu sais. Fait donc, en tout cas, j'ai parlé avec une autre dermatologue, puis elle dit, avec combien, tout de suite, sa première question, c'est avec combien de personnes tu veux faire ça? Parce que j'ai déjà
un livre bien booké pour des injections et tout ça. Fait que, qu'est-ce que, tu sais, si tu me demandes de rencontrer 20 personnes, tu parlais de 60, une petite étude, moi, ça veut dire 40 rendez-vous, je peux pas. Écoute, c'est vraiment comme un, en tout cas, à Il suivre. faut trouver la perle rare qui va être passionnée par le concept. Oui, Voilà. oui, oui. Bon, alors ça, c'était ma parenthèse et mon choc de la semaine. Tu sais, j'en avais eu un la semaine dernière, tu sais, le médicament injecté pour se donner mal au cœur pour quelqu'un qui avait un Ben, en surplus de fait, gras. c'est un peu plus complexe que ça. Le mal de cœur est un effet secondaire du médicament. Ça agit. Mais en tout cas, tu as raison que, tu sais, ça revient à la petite phrase que j'aime bien dire, une maladie, c'est pas une carence de médicaments. Si t'es gros, c'est pas parce que tu manques de médicaments, là. Parce qu'il y a un problème métabolique. Identifions le problème métabolique, corrigeons le problème métabolique, tu vas perdre du poids. C'est pas de te mettre au régime, là. Tu sais. Je l'aime, je l'avais pas entendu celle-là. Et en tout cas, je suis contente encore une fois que tu sois là, Jean-Yves, parce que, et Pierre, parce que je trouve des fois que c'est intense. Et, tu sais, en tout cas, les allusions et tout ça. Et si vous connaissez, oui, j'en profite, je vais le dire, je n'avais pas pensé à ça, mais Corinne, si vous connaissez un dermatologue qui aime nos produits, ben peut-être Avec plaisir, regarde, go. Tu sais. c'est ça. Parce que une carence en médicaments, oui. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas grave. Mais Vas-y. c'est très bon. Les migraines, tu sais, j'en Oui. parle souvent et le sel, tu sais, j'étais avec mon ado hier, on faisait l'épicerie, puis il dit, maman, es-tu certaine que le sel, c'est bon? Tu sais, moi, je le vois, puis lui, il suit beaucoup TikTok. Tu sais, sur Ouais, tous TikTok, les jeunes sont sur TikTok, puis plein d'affaires sur TikTok. Puis il n'y a aucune censure sur TikTok. Fait que tu as du très bien et du très mauvais côte à côte. Bonne chance pour trouver la différence entre les deux. en tout Alors, cas, pour répondre à la question, est-ce que le sel, c'est bon? Le sel, c'est vital, OK? Si tu manques de sodium et ou de chlorure de sodium, sel de table, tu vas être malade, voire tu risques de mourir. Contrairement au sucre où tu n'en as absolument pas besoin. Tu peux très bien vivre sans manger aucun sucre. Mais du sel, ton corps en a absolument besoin. Et c'est pour ça que l'été, les gens font des chocs parce qu'il manque de sel. On dit qu'il manque d'eau, mais tu ramasses à l'hôpital, puis ils font, je vous l'ai déjà dit ce mot-là, tenez-vous bien, ça fait peur, une encéphalopathie hyponatrémique. Le sel, dans notre jargon, c'est natrum, d'où le nom chimique Na. Hyponatrémique, tu manques de sel. Puis tu fais une encéphalopathie. Pourquoi? Parce que tu as transpiré trop, soit parce que tu fais un marathon au mois de juillet, ou ben donc il fait simplement super canicule depuis des jours, puis tu bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau, alors ton cerveau se met à enfler, littéralement. Il manque de sel. Il y a plein de choses comme ça. On a entretenu la notion que le sel cause la maladie cardiaque. Faux. Il est vrai, par contre, que certaines personnes hypertendues sont sensibles au sel. Habituellement parce qu'il manque de potassium, l'autre minéral électrolyte. Mais c'est toute cette notion-là que, attends une minute, on a pris quelque chose qui est gros comme ça, puis on l'a établi à toute la population. C'est pas vrai, ça. C'est pas correct. tu sais, faut le sel, donc le sel en soi, si on en rajoute sur notre salade ou sur notre bon plat de protéines ou peu importe et de bons gras, mais c'est que souvent le sel est associé aux chips puis à tout. Ah, ben oui, OK. Faut faire. Merci. C'est important, ça. Quand je parle du sel, puis je fais toujours ma petite farce, je Ouais. l'ai ici, ma salière. Je parle du sel dans la bouffe. Et d'ailleurs, si tu as, comme moi, un attrait viscéral pour les chips, c'est habituellement parce que tu manques de sel. Alors, depuis que j'ai corrigé ça, j'aime tout le temps les chips. J'ai plus ce je veux des chips parce que j'ai besoin du crunch puis du salé. Nourris ton corps correctement. Alors, tes addictions ou tes urgences ou tes rages de vont réduire. OK. Il y a beaucoup de choses par rapport au sel. Donc, le sel, c'est pas mauvais en soi. Absolument. C'est même nécessaire pour la vie. Et de saler son alimentation, c'est pas mauvais non plus. C'est non seulement pas mauvais, si vous avez n'importe quoi qui ressemble à de l'hypotension, de la tension artérielle trop basse, et que, exemple, vous levez d'une chaise trop vite, puis oups, ça tourne, petit tour, ça passe, ça s'appelle des symptômes d'hypotension. Généreusement, le sel, s'il vous plaît. Hein? C'est pas rien qu'un peu, là, c'est beaucoup, parce que ton corps a besoin de sodium pour gérer cette hypotension-là, pour faire en sorte que quand tu te lèves debout, tes vaisseaux sanguins des jambes contractent, puis pouf, tu as assez de sang au cerveau. Le symptôme, l'étourdissement, machin, c'est parce que ton système
ne s'adapte pas à la position. On parle de orthostatique. Alors, le sel est vital pour ça. Puis je peux continuer comme ça, il y a plein de fonctions du sel. Et pourquoi je dis toujours iodé? C'est parce que dans notre société, Québec, ou s'il y a des Français qui écoutent, Français-Françaises, excusez, je m'en viens comme la langue de bois, moi là, excusez, tous ceux et celles, voilà, à moins de vivre sur le bord de la mer et d'être des grands amateurs de fruits de mer et ou autres produits de la mer, les algues, les huîtres, les poissons, etc., vous manquez d'iode, point. C'est pas compliqué. On a besoin d'iode presque tous les jours. Par contre, si vous restez à Caraquette, OK, au Nouveau-Brunswick, vous restez, puis vous ouvrez dans votre cuisine, ça sent l'air salin, oubliez tout ce que j'ai dit parce qu'il y a de l'iode dans l'air. OK. Bon. Un autre concept ou une autre équation, c'est qu'on fait, si on prend beaucoup de sel, on va faire de la rétention d'eau. Donc, on va gonfler. Est-ce que je peux corriger ça? Ben oui. Ça va être vrai si et seulement si tu manques de sel, tu prends une grosse dose. Exemple, le sac de chips. Exemple, les cornichons. Exemple, ce que tu veux. Tu manques de sel, tu tires dedans, le lendemain, tu es bouffi. C'est vrai. Pourquoi? Parce que ton corps cherche l'équilibre. D'où la notion d'en avoir régulièrement. Puis souvent, je vais juste dire, augmente le sel généreusement. J'embarque pas nécessairement, sauf de rares exceptions dans cette... Ça me prend 1 à 2 cuillères à thé par jour. Ce qui est tout à fait vrai. Hein? Si vous voulez aller voir sur mon site, la partie blog, là, tapez sel ou sodium, j'ai 5-6 articles où je décris avec différentes recherches ce que l'apport en sel devrait être par rapport à la population mondiale. Puis ça tourne autour, tenez-vous bien, 8 à 10 grammes de sodium. On est 4 fois plus élevé que l'apport nutritionnel recommandé par Santé Canada. Bon, alors ouvrons la pause. Donc, tu avais fait un lien des fois avec des petits maux de tête et peut-être un manque de sel. Oui, beaucoup. On peut prendre du sel. Exactement. Dans le cas des maux de tête de milieu d'après-midi, dans le cas des maux de tête, tu viens de changer d'alimentation, tu as réduit tes glucides, n'aie pas peur du sel, puis tu as un mal de tête, écoute, tout de suite, je vais vous le dire, la semaine prochaine, je ne serai pas dans le live parce que j'anime une retraite au Spiceman. Mais à tous les moments où j'ai des gens pendant plus qu'une heure ou deux, donc là-bas, c'est 7 jours, je dis, puis on met des salières sur les tables, si vous avez mal à la tête, fatigue inexpliquée, mal de tête, crampes musculaires ou symptômes d'hypotension, prenez du sel. À toutes les fois, j'ai quelqu'un au bout d'une journée ou deux qui part, prend la salière, s'en met dans le creux de la main, prend une gorgée d'eau pour faire passer. Puis 5 minutes, la face, il change. Hey, ça marche! Ben oui, ça marche! Ça aide le mal de tête. C'est aussi efficace que le Tylenol. Incroyable. Et Jean-Yves est pharmacien. Ben oui, toujours. Des migraines, Jean-Yves. Quelqu'un qui s'est... Ah, c'est d'autres choses. On est ailleurs. La migraine est une maladie vasculaire complexe où il y a 2 phases, une phase de vasodilatation, une phase de vasoconstriction, la phase de Puis encore là, ce que je dis là, c'est une hypothèse, c'est pas complètement prouvé, mais la phase de vasodilatation, c'est souvent l'aura, donc les symptômes lumineux, visuels, auditifs et autres, qui arrivent avant la vraie douleur, qui est un contraction vasculaire dans le cerveau et ça fait atrocement mal. Un mal de tête, ça se tolère. C'est douloureux, ça t'incapacite, mais ça s'endure. Une migraine, c'est incapacitant. Alors, n'importe qui a fait des migraines sait de quoi je parle. À tous ceux qui ne comprennent pas, d'ayez de la tolérance pour un migraineux, parce que quand tu as une migraine, tu peux juste faire une chose, te cacher dans la noirceur, puis attendre que ça passe. Bon, il y a des médicaments qui passent, OK? Les triptans sont une invention extraordinaire. Mais là, on est ailleurs, là. Et d'ailleurs, je t'ai dit que mon prochain webinaire, ce sera mal de tête et migraine. Je travaille là-dessus. Les trucs à investiguer. Il y a des plantes médicinales, le feverfew, la grande camomille. Il y a la pétasite. Mais il y a des trucs comme le magnésium, le coenzyme Q10, la B12, la mélatonine. Il y en a plein d'outils naturels qui peuvent aider, même chez les migraines pédiatriques, chez les enfants. Wow! Okay. Alors, il y a plein de choses, là. Mais on est ailleurs. C'est pas un mal de tête. C'est pas un mal de tête. En parlant de mélatonine, nous, on est des adeptes maintenant dans la maison. Puis, je me faisais poser la question encore hier. Tu es sûr qu'on ne peut pas trop en prendre sur le long terme? Tu sais, que ça ne crée pas d'accoutumance. Qu'on est certain de ça, là. On est certain que ça ne cause pas d'accoutumance. On est certain que ça ne diminue pas la sécrétion endogène. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Endogène, c'est celle qu'on fabrique soi-même. Hein? Endo qui vient de dedans. Donc, on fabrique soi-même. Il n'y a pas de dépendance. Tu n'es pas accro à cette substance-là. Tu arrêtes sur ton case départ. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas réglé le problème. Tu as aidé. Mais
Bon, il n'y a pas de tolérance non plus. Tu n'es pas obligé d'augmenter la dose dans le temps. Pourquoi? Ah! Il faut encore là sortir de la pensée réductionniste qu'on s'est fait enseigner depuis que ça existe, cette substance-là, ou même depuis que la médecine existe. Tu sais, une molécule, un récepteur, un effet. Alors, oui, la mélatonine est sécrétée en plus grande quantité durant la nuit par la pituitaire. Hein, ça augmente après s'être endormi. Ça fait un pic 3 heures à peu près, puis ça réduit, puis en même temps, le cortisol se met à monter, puis c'est le cortisol qui me réveille le matin. OK? Ça, c'est connu. Par contre, cette courbe-là, moyenne, est variable d'un individu à l'autre. Alors, en vieillissant, ta courbe s'aplatit. Tu as moins en moins de sécrétion. Par contre, on peut trouver des vieux qui ont plus que 80, tu fais une mesure et ils ont des pics de mélatonine comme un adolescent. Donc, ne jamais généraliser. 2, il n'y a pas de cycle de rétroaction. Ça veut dire quoi? Je vais prendre l'exemple de la testostérone. On a tous entendu l'histoire de culturistes et autres athlètes qui ont pris des stéroïdes anabolisants, donc qui miment l'action de la testostérone, pour s'apercevoir qu'à un moment donné, ils font de l'aplasie, les testicules ne marchent plus. Ils ne font plus de testostérone endogène. OK? Même affaire avec la cortisone. Tu prends de la cortisone à dose pharmacologique, c'est une molécule très, très proche de ton cortisol que tu fabriques. À un moment donné, tes surrénales arrêtent d'en faire. Tu es en aplasie. Tu n'en fais plus. C'est pas vrai avec la mélatonine pour plusieurs raisons. Un, il n'y a pas de récepteurs qui vont dire arrête d'en produire. Première chose. Il y a des récepteurs qui vont dire OK, j'aime ça, t'en as fait, mais j'en ai pas qui vont dire arrête. Un peu comme tu as des récepteurs à l'estrogène, à la progestérone, qui vont jouer selon le cycle et qui vont dire fais-en plus, fais-en moins selon différents paramètres que ton corps mesure. Même chose que la thyroïde. Hein? On mesure la TSH pour savoir si la thyroïde est en bon état. TSH, c'est l'hormone qui stimule la thyroïde, qui est produite là pour stimuler là. Ça n'existe pas avec la mélatonine. Premier point. Deuxième point, quand je disais qu'il faut sortir de la pensée réductionniste, c'est pas vrai que c'est seulement la pituitaire qui en fait. À peu près toutes tes cellules du corps ont quelque part de la mélatonine, soit qui en fabriquent, soit qui ont des récepteurs. L'estomac, la peau. Tu veux fabriquer beaucoup de mélatonine? Va au soleil. Le soir, t'en fais plus. Et on a découvert de plus en plus que c'est ce qu'on appelle une molécule de signal. C'est plus juste une hormone, c'est un truc qui travaille à l'intérieur des cellules pour toutes sortes de phénomènes. C'est pour ça qu'on voit des études en cancer, en ostéoporose, en toutes sortes d'affaires, pour l'estomac. C'est comme, pourquoi? Bien, parce qu'il y a des récepteurs là-bas aussi. Alors, tout ça fait dire que oui, c'est un neurotransmetteur. Oui, c'est une hormone. Oui, c'est une molécule de signal. Mais non, ça ne se comporte pas comme un neurotransmetteur, comme une hormone, c'est un ensemble de trucs. D'où le fait qu'elle est en vente libre aux États-Unis depuis les années 90, en vente libre au Canada depuis 2006, et on attend encore le déluge de danger. Je l'ai pas vu. Et toi, tu ne la prends pas pour faire un beau dodo, mais plutôt pour ralentir le vieillissement. Oui. OK, oui. Pour moi, l'effet sur le sommeil est un effet secondaire. OK. L'effet principal, c'est beaucoup plus l'effet sur l'hormone de croissance, l'effet sur la stimulation des tissus, l'effet sur les voies métaboliques. D'ailleurs, ce soir, c'est le troisième webinaire. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire, c'est le troisième webinaire sur 30 ans de plus en santé, donc la médecine anti-âge. J'aime pas le mot, mais c'est pas grave. Et on parle de mélatonine. Puis là, je vous explique les voies métaboliques. C'est pour ça. Alors, c'est ça que je fais. Merveilleux. Quelqu'un mentionnait, posait la question, puis je remercie Marie-Christine qui m'envoie toutes les questions que j'avais en même temps. Quelqu'un qui ne peut pas prendre de fibres, puis qui veut soutenir sa digestion. Est-ce que le charbon activé, moi, je pense... On est dans une autre direction complètement. Complètement. C'est complètement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des problèmes avec les fibres, moi, OK? L'important, c'est d'avoir un transit régulier. Alors, que ce soit via un peu plus de fibres que tu tolères, parce que les fibres, il y a une panoplie. Il y en a qui fermentent, il y en a qui ne fermentent pas. Moi, je suis un fan, même si moi, je n'en mange pas, de la gomme d'acacia ou la fibre d'acacia, parce qu'elle ne fermente pas. En pharmaceutique, on a toutes les PEG, qui sont des gels carrément synthétiques, qui vont jouer le rôle des fibres sans fermenter. Alors, c'est les Laxodé, Restorelax, Relax, whatever, là. Et c'est un monde à part. Et dans certains cas, c'est un outil tout à fait pertinent dans un contexte particulier. On peut aussi voir que certaines fibres fermentent plus dans les aliments, d'autres pas. C'est la notion du FODMAP. Alors, par exemple, les légumineuses, les crucifères peuvent être totalement impossibles pour une personne et pour une autre, tout à fait correct.
C'est là où on joue sur la personne. Alors, l'apport en fibres, moi, je vous ai déjà dit, je déconnecte ça me prend 35 grammes par jour, parce que ça, c'est une moyenne d'observation et non un besoin santé. Et l'exemple que je donne, c'est des enfants qui font la diète céto, suivis par un nutritionniste super strict, ils n'ont rien comme fibres, Parce qu'ils sont puis il y en a parce qu'ils sont épileptiques, OK? Et souvent, quand je parle de diète céto, je fais une grosse distinction entre la diète thérapeutique et la diète intéressante pour tout le monde. Parce que celle-là, c'est facile, il n'y a pas de règles très rigides. Dans l'autre, il faut que tu saches ce que tu fais. Et donc, ces enfants-là, c'est rarissime la constipation. Puis ils mangent presque pas de fibres. Donc, on sort de cette notion d'obligation et donc, il faut ajuster selon mon transit à moi, ma capacité de résister à ci, à ça. Donc, ça, c'est une chose. Alors, le charbon là-dedans. Et Vas-y. le lien puis le chia, tu les situes où? Des graines de lin puis les graines, tu sais, le Bon, chia. encore là, ça dépend de ta tolérance à toi. Le chia et le lin non moulu, on va les considérer surtout comme des fibres solubles. D'ailleurs, si vous avez fait tremper du chia ou de la graine de lin, ça devient visqueux, cette affaire-là. Fait que vous pourriez prendre juste le mucilage. Pourquoi je fais une distinction? Quand on moule les graines, on casse la coquille. Et donc, la fibre du lin, c'est une fibre très, très dure. Alors, pour certaines personnes, le lin entier, ça part, pas de problème. Le lin moulu, ça gratte au niveau de l'intestin. Tu fais comme, yes, c'est pas intéressant. Et c'est donc, encore là, une question de tolérance. Puis là, je vais donner deux exemples. J'ai une copine qui prend de la graine de chia, puis elle dit, tu sais, il y a le mot chier dans le chia. C'est super laxatif. Il y a des gens comme moi, si j'ai le malheur d'en prendre trop, ça bouche. OK. Ah, OK? c'était. Donc, connais-toi toi-même. Alors, ça dépend. Moulu, pas moulu. Toujours intéressant de savoir, parce que si tu veux la nutrition, tu veux les oméga-3 de la graine de lin, moulet. Parce que la coquille en cellulose, elle passe tout droit, tu ne verras pas. C'est comme la graine de sésame. Si tu veux le gel, Si tu veux juste le mucilage, tu pourrais juste la faire tremper. D'ailleurs, il y a des gens qui font ça. Ils font tremper la graine, prennent un tamis, ouais. font passer le gel au travers du tamis, une passoire, et gardent les graines, donc prennent juste le mucilage. C'est tout à fait pertinent, on peut faire ça. Mais si tu veux la protéine, si tu veux les oméga-3 de ces graines-là, tu es aussi bien de les moudre parce qu'ils sont plus digestes. Que penses-tu du jus d'aloès au niveau de la digestion ou au niveau justement de quelqu'un qui a de l'inflammation, des Bon, irritations? exactement. L'aloès, c'est un cicatrisant. Que ce soit sur la peau ou dans ton estomac, c'est un cicatrisant. Alors, les études ne sont pas super nombreuses, mais il y en a dans les gastrites, il y en a dans les hyperacidités, les reflux. C'est un produit qui aide à calmer le feu. Est-ce qu'il a un effet thérapeutique sur le traitement à long terme? Les opinions sont partagées. Je ne le sais pas. Moi, je suis d'avis que c'est un bon outil en complément d'autres choses. Il faut travailler le terrain si tu fais de l'hyperacidité. Alors, c'est quelque chose de très, très intéressant. Moi, j'en ai ici dans mon frigo du gel d'aloès que je vais prendre. À un moment donné, tu as quelque chose, tu as un petit reflux ou tu as un petit brûlure, fou, je me tape une grosse gorgée et pouf, ça calme. C'est quelque chose. Il y a des gens qui vont le prendre plus régulier. Il y a des gens qui vont même prendre des morceaux d'aloès dans leur smoothie. Pas de problème, sauf une chose. Attention, la pelure, la partie vert opaque, c'est d'autres choses. C'est pas le gel. Le gel, c'est à l'intérieur, c'est translucide. La pelure contient un latex qui, lui, est un laxatif stimulant. Puis tu connais mon opinion des laxatifs stimulants. Pas trop souvent, s'il vous plaît. Et si vous mettez des morceaux de feuilles dans votre smoothie sans la peler, vous allez pleurer. Ça va être très, très efficace comme laxatif. Un Alors, peu, avant de... Oui, un peu comme l'huile t'essaies quand tu apprends un peu trop. C'est ben oui. épouvantable. Épouvantable. Oui, c'est ça. Je te parlais du plafond d'absorption, là. Oui. Ah, c'est ça. Tu arrives à un niveau où ton intestin fait j'en veux plus de ça, ça reste là. Qu'est-ce qui se passe? Choup, ça glisse. OK. Puis c'est intense. Oui. Finissons avec le charbon. OK? Oui. Parce que j'ai comme escamoté la question. Avant d'aller au charbon, le jus d'aloès, quand tu parles de cicatrisant, parce que dans l'émission, la dernière émission qu'on a diffusée avec Nathalie, Oui. où vous parlez d'eczéma, d'acné et de rosacée. Oui. Tu parles de l'aspect cicatrisant de certaines huiles essentielles, de certaines huiles végétales. Et moi, pour moi, l'effet cicatrisant, c'était à la surface de la peau. Tu as dit non, non, cicatrisant, ça veut dire la capacité à se régénérer. Donc, Absolument. déposer, bon, donc quelqu'un qui a de l'irritation au niveau du tractus gastro-intestinal, c'est parce que c'est ça l'allégation, donc je l'ai apprise par cœur, l'allégation par rapport au jus d'aloès. Fait que ça veut dire que le jus peut comme faire un pansement, comme tu as dit, mais aussi aider à
si c'est un cicatrisant, aider à régénérer les parois. C'est ça? Jusqu'à un certain point, tu peux dire ça. Mais là, je vais sortir dans l'autre monde, là. C'est-à-dire que oui, ça va soulager les irritations. Si tu pouvais le voir, ça va soulager les rougeurs. Comme la gel aloès après le soleil, là. Il y a une irritation, ça se présente par des rougeurs. Mais l'autre bord, c'est que si tu as des irritations, il faut que tu poses la question pourquoi. Voilà. Hein? Il faut donc régler le pourquoi de l'irritation, le pourquoi de la gastrite, le pourquoi du reflux. Et donc, c'est intéressant. Est-ce que ça va aider pour la maladie de Crohn? Je n'irai pas si loin que ça. Essayez-le, mais la maladie de Crohn est une maladie beaucoup plus complexe que juste une irritation. Tu as avec un trou. Ce n'est pas la même chose du tout. Colite ulcéreuse, maladie de Crohn sont des maladies beaucoup plus graves. On est dans les maladies intestinales inflammatoires. Ce n'est pas juste un truc passager. Comme moi, j'ai dit, un petit aigreur, jus d'aloès, cool. Mais là, il faut penser plus large. OK. Parfait. Alors, oui, vas-y. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que si vous avez des questions précises sur des conditions précises, moi, j'aime bien quand on adresse des ensembles, puis des conditions générales, mais vous pouvez prendre aussi un rendez-vous avec Jean-Yves pour une consultation. Ben oui. Il faut faire la distinction entre des généralités qui sont bonnes pour tout le monde, ce qu'on discute ensemble, puis des trucs pointus qui sont bonnes pour une personne. Des fois, oui, je vais adresser vite, mais je ne peux pas me permettre de faire une consultation devant tout le monde, là. Bon. Non, alors, je pense que c'est Christiane, mais je ne suis pas certaine. Sur la page des accros, il y a à un moment donné quelqu'un qui avait enfin son rendez-vous avec toi et qui était content. Oui, tout à fait. Ben, Christiane, on s'est vu la semaine dernière, je crois. Bon. Alors voilà, et c'est 1h30 de bonheur avec toi pour la consultation. Revenons au charbon activé. Oui, le charbon activé, c'est un autre monde complètement. C'est clair que c'est pas absorbé. Donc, tu pourrais théoriquement mettre ça dans le monde des fibres, hein? Mais c'est pas ça du tout. Ce que c'est du charbon, hein? Vous avez tous déjà vu du charbon dans un foyer, là. C'est la même affaire, mais on va le traiter sous vide à un moment donné pour qu'il éclate un petit peu et qu'il ressemble à une éponge. Ha! Et cette notion-là d'avoir des trous. Puis si vous voyez, il y en a sur Internet des photographies électroniques, le microscope électronique, on voit vraiment, là, c'est des trous, ça a l'air d'une pierre ponce. Et ça, dans l'intestin, c'est un adsorbant. Alors, je définis, absorber, c'est absorber dedans. Adsorber, c'est coller sur. Ad avec un D. Alors, le charbon activé va adsorber, va coller et va éliminer. Donc, c'est utilisé. Première indication, c'est tourista, diarrhée aiguë, ça aide à enlever les toxines de whatever bactéries que vous avez. Ça aide à soulager certaines diarrhées aiguës. En pharmaceutique, on l'utilise à l'urgence, par exemple, pour dans les protocoles de détox rapide, quand quelqu'un arrive avec un overdose de quelque chose pour aller enlever ce qui est dans le système digestif avant qu'il soit absorbé. Parce que ce n'est pas absorbé. Donc, ce n'est pas vrai que ça va aller chercher telle molécule dans le sang, comme j'ai entendu certaines personnes dire. Non, ce n'est pas absorbé. Ça agit dans l'intestin. Donc, dans un protocole de détox, vous avez des ballonnements, vous avez un intestin irritable, ça peut être une des pierres dans le mur du traitement. Parce que c'est un adsorbant, ça va aller chercher des choses. Attention, par contre, ça peut faire ça sur les médicaments, sur certaines molécules qu'on veut, exemple, les vitamines. Alors, la notion que c'est une molécule, une substance intelligente qui va absorber juste le méchant, là, ça absorbe. Alors, peut-être plus le méchant, parce que ça marche dans les cas aigus. Mais ce n'est pas quelque chose qui va être à prendre tous les jours. On prend ça par cure. Souvent, moi, je vais recommander ça pendant 10 jours ou un peu plus pour aller faire un petit ménage. Exemple, vous avez une colonisation de levure candida. Ben, c'est un des outils à prendre pour flusher la toxine. Parce que si tu as du candida, puis je te donne le protocole sans rien t'expliquer, puis tu le fais trop vite, tu vas être malade. Parce que tu vas tuer la levure. Et la levure, pourquoi elle te rend malade? Parce qu'elle libère des toxines, puis elle se ramasse un peu partout. Fait que là, tu la tues, qu'est-ce qu'elle fait? Elle libère plus de toxines. Wow. Hein? La crise de détox, doucement. Le charbon activé, bon, ça, il ne faut pas se mélanger. Le charbon activé, c'est justement l'outil pour que la détox se fasse plus en douceur. Alors, vois-tu, là, c'est là qu'on le met. C'est un agent d'élimination. OK. On met ça comme ça. Super intéressant. Tu connais la formulation de Pierre, le métabzène. Je vois plusieurs questions passer sur ça. Oui. C'est un moment préférable. Est-ce qu'on le prend avant les repas? Parce que son autre formule, le gluconig, on le prend pour aider À réduire l'absorption.
Du sucre. Des glucides, Des c'est glucides. ça. Ben, en Donc, fait, des glucides parce que tu as le in situ qui est dedans, là, ça va surtout inhiber les enzymes qui dégradent les sucres pour te permettre d'absorber des sucres simples. Alors, des amylases et d'autres. Alors, dans ce cas-là, ça bloque jusqu'à un certain point l'absorption des sucres. Le métabzène travaille un peu différemment, au sens où tu as deux, trois trucs dedans qui vont travailler au niveau du foie, chardon-marie, ginseng, nigel. Et donc, c'est quelque chose où la relation avec le repas est beaucoup moins précise. Moi, j'ai tendance à dire prends-le au repas 2 fois par jour, mais c'est pas clair, là. J'ai c'est pas... pas de truc précis. Cette formulation, quand tu l'avais vue, te dit, ah, c'est une formulation pour aider le foie, entre autres. Surtout, oui, pour moi, c'est comme ça que je la comprends. C'est quelque chose qui va aider la sensibilité à l'insuline, justement parce que tu aides le foie. C'est quelque chose qui va peut-être stimuler le métabolisme. Et là, on parle de ginseng surtout. Donc, dans un contexte de syndrome métabolique, dans un contexte de perte de poids, c'est un produit intéressant. Dans un contexte de diabète, je ne le sais pas, parce que ça serait un parmi tant d'autres. Puis je ne sais pas si moi je le mettrais en premier lieu. Il est complémentaire au travail du gluconique, parce que le gluconique travaille sur l'absorption, l'autre travaille sur le métabolisme. Donc, c'est comme deux produits qui se complètent. Mais c'est ça, c'est une autre étude que j'aimerais bien faire avec toi. Ben oui, En tout cas, à suivre, là. à suivre, tout à fait. Parce que j'aimerais ça qu'on puisse, avec des produits naturels, peut-être en pré, tu sais, mais c'est rare les gens qui savent qu'ils sont en pré-diabète. Ben, c'est de plus en plus fréquent. Fait que de plus en plus, tu vas voir les médecins dire tu es en pré-diabète. Puis là, je vais vous expliquer vite, vite comment on diagnostique. Dans le sang, nous avons de l'hémoglobine, OK? La protéine qui contient du fer, qui a comme rôle principal de transporter l'oxygène puis le CO2 depuis les poumons au tissu. Mais parce qu'elle a cette capacité d'être réactive, elle va se coller au sucre. On a tous du sucre dans le sang, on a tous une glycémie, donc du glucose, et on va mesurer la proportion de cette hémoglobine-là qui est collée au sucre. On va dire qu'elle est glyquée ou glycosylée. Alors, naturellement, on va être autour de 4,5% de mon hémoglobine glyquée ou glycosylée, parce qu'elle est collée à du sucre. Ça, c'est « je suis en santé ». Mais là, je commence à être dans le syndrome métabolique, ça se met à monter. Dans mes livres à moi, selon ce que j'ai par la médecine fonctionnelle, par les différents groupes que je suis, on parle de 5,5% comme étant à la limite. En médecine, on parle de 5,7%. De 5,7 à 6,5, tu es en prédiabète. Tu n'es pas en diabète encore. Puis à 6,5% d'hémoglobine glyquée, là, c'est le diagnostic officiel du diabète de type 2. Alors, de plus en plus, les gens le savent, le médecin va dire, demande une hémoglobine glyquée puis un profil, puis il va dire, ah, toi, là, fais attention, tu t'en vas vers le diabète. Tu es en prédiabète. Est-ce que si on a un tour de taille qui commence à prendre de l'ampleur, puis qu'on est proche de la ménopause, par exemple, ou qu'on est un homme, puis ça se met, est-ce que ça peut être une bonne idée de prendre, évidemment toujours en faisant attention à l'assiette, mais est-ce que c'est Toujours. une bonne idée? Mais regarde, je vais te faire un parallèle. Ouais. La réponse à ta question, c'est oui, ça serait une bonne idée si et seulement si tu fais les autres affaires, parce que tout seul, tu n'auras probablement pas de résultat. Oui. Mais c'est tellement vrai qu'il y a des médicaments qu'on vend pour maigrir en pharmacie, ou dans la monographie, c'est dit que ça promet ou ça peut donner 5% de plus de résultats que l'approche alimentaire. On est là. C'est-à-dire que tout seul, je ne mets pas le médicament de peur de me faire taper dessus, il ne donne rien. Si tu fais le régime, ça va t'aider un petit peu. Alors, le métabzène, c'est quelque chose où n'importe quel stimulant du métabolisme, le thé vert va faire la même chose, là, de façon différente. Oui. Mais le thé vert tout seul, pas sûr que ça fait maigrir personne. Là. Okay. Mais le thé vert associé à une nouvelle alimentation va bonifier les efforts que je fais. Donc, ce sont des outils pour s'aider quand on entreprend un changement. Quand Exactement. On se réveille parce Ou encore, tu as fait le changement, ça va bien, puis à un moment donné, tu as un plateau. Là aussi, c'est une place où tu vas, je vais essayer cette affaire-là pour repartir ou développer le métabolisme quand tu atteins un plateau dans ton régime. Donc, tu sais, Kat qui dit, est-ce qu'un débalancement hormonal peut amener au diabète? Dans le fond, c'est un peu, quand arrive la ménopause, oui, si le terrain est déjà propice. Exact. À ça, oui. Est-ce que je peux rephraser ta question, Kat? Oui. Le diabète est un débalancement hormonal.
OK? Puis si, à un moment donné, tu jaseras avec Valérie, ces notions sont plus claires que les miennes, mais quand tu joues sur le cortisol, la progestérone et tout, tu vas finalement jouer sur l'insuline. Ha! C'est pour ça que les gens qui sont stressés puis qui ont un cortisol dans le plafond peuvent se mettre à engraisser, surtout au niveau de l'abdomen. OK? Le profil hormonal, là, encore là, je reviens avec l'image que je fais souvent. On n'est pas un paquet de petites boîtes. On est un être humain. Et les cascades hormonales, là, ils sont toutes interreliés quelque part. Fait que dans la cascade, depuis le cholestérol jusqu'à la progestérone, estradiol, testostérone, il y a le cortisol là-dedans. Alors, si tu manques de progestérone, c'est peut-être parce que tu as trop de cortisol. C'est sur la même voie métabolique. Un tire sur l'autre. Alors, c'est là où le fameux syndrome métabolique, le prédiabète, c'est pas juste une histoire de sucre. Ça commence avec une histoire de sucre et de glucides. D'où mon insistance à dire on devrait tous vérifier combien de glucides on mange. Mais c'est beaucoup plus que ça, parce qu'un des facteurs précipitants, c'est le stress. Et est-ce qu'on est dans une société pas stressée, peut-être? Tellement, tellement, Jean-Yves, tu sais, puis souvent, on se rend pas compte qu'on est stressé. Le collagène, oui, c'est parce qu'on a parlé la semaine dernière du collagène. Il y a des adolescents qui... C'est tous des trucs qui sont à la mode un peu. Fait que là, les adolescents veulent, tu sais, Commençons par dire qu'il n'y a pas de risque. OK? Il n'y a pas de risque, c'est une protéine alimentaire. Le pire risque qui va arriver, ce serait une intolérance ou une allergie, si vraiment. Mais comme il est hydrolysé, c'est rarissime. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a un bénéfice à prendre du collagène quand tu as 18-20 ans? Je ne le crois pas. Mais il n'y a pas de risque. Si en le prenant, tu trouves que tes articulations vont mieux, ben cool. C'est un aliment à la base, là. Et comment t'expliques quelqu'un qui a perdu une plaque de cheveux, une femme, il y a 30 ans, justement dû au stress, le stress, là, puis avec l'autre formule que tu nous as dit, tu as dit, Jacinthe, si tu veux une formule pour les cheveux, c'est celle-là. Mm-hmm. Peu après qu'elle ait tout essayé, les cheveux ont commencé à repousser. Qu'est-ce qu'il y a dans cette formulation-là? L'hydrolysate kératine, kératase. Ça peut être l'hydrolysate kératine, ça peut être la biotine, ça peut être la silice, c'est peut-être l'ensemble de l'œuvre, parce qu'il y a une synergie dans tout ça. La première question, c'est ces alopécies, pertes de cheveux, qui sont localisées ou diffuses à cause du stress. Bonne chance pour expliquer pourquoi. À part de constater que tu es stressé, tu as perdu des cheveux. Mais de dire pourquoi là, même un dermatologue va dire, je ne sais pas. Alors, qu'une approche nutritionnelle ou supplémentaire corrige ce problème-là longtemps plus tard, c'est peut-être un circonstanciel parce que le stress est résolu. C'est peut-être parce que la formule a des nutriments. Puis je vous ai déjà expliqué la notion du facteur limitant. Hein? Quand tu prends plus de quelque chose qui est quand pour faire une recette de quelque chose, tu as besoin de tous tes ingrédients, mais il y en a un particulier, genre, tu fais un gâteau, la poudre à pâte, tu t'en mets pas, ça ne lève pas. Tu peux corriger n'importe quoi, mais ça te prend ta moseuse de poudre à pâte. Bien, il peut y avoir un ingrédient, que ce soit la silice, la biotine, les acides aminés soufrés, de la kératine, que sais-je, qui est le facteur limitant dans la réaction qui fait qu'à un moment donné, le corps fait « Ah, j'ai ce qu'il faut, je peux maintenant recommencer à travailler ». Même chose pour le collagène. Il y a des acides aminés en grande quantité là-dedans, pas n'importe lesquels. Hein. On parle de proline, hydroxyproline, glycine, lysine, qui sont spécifiques à cette protéine-là. Il y en a partout. Il y en a plus dans celle-là. Et c'est probablement ça qui fait que, les tissus qui sont riches dans ces mêmes acides aminés prennent le collagène hydrolysé et font « Hey, j'ai plus de stock pour travailler. » Le collagène va agir aussi sur les cheveux, la peau, les ongles. OK. Oui, parce qu'il travaille sur ce dans quoi ces structures-là sont enracinées. Alors, les fanères, les poils, les cheveux, les ongles, hein, ça s'appelle ça des fanères, contiennent des acides aminés soufrés, principalement cystéine, méthionine et d'autres choses. Et le collagène est faible dans ça. Alors, la question, c'est pourquoi il stimule les cheveux, les ongles, les poils? La réponse, c'est probablement parce qu'il stimule le terrain, la structure en dessous. Tu sais, moi, ce que je réalise, là, évidemment, je fais partie du lot et je manquais de protéines, je manquais de gras. Mm-hmm. Depuis un an, tu nous dis, puis au début, c'était un petit peu un choc, là, parce que je pense oui. Mais principalement, nos assiettes sont constituées. Et la bonne nouvelle, c'est que les prix montent, hein, de la farine, des céréales et tout ça, où il y a même une absence de... Donc, c'est un bon moment pour les mettre de côté.
Parce qu'on ne mange, si vous regardez vos menus, on mange principalement des céréales, du pain le matin, des pâtes midi, soir, du riz. Et oui, c'est correct un peu, mais c'est vide. Et on manque de protéines pour soutenir notre organisme, pour la masse musculaire, pour nos cheveux, pour tout ça. On manque C'est de... ce qu'on appelle la densité nutritionnelle. C'est Ouais. ça qui nous manque. On mange du vide. Je veux juste répondre à Lorraine. Il y a une différence entre aucune étude bien faite démontre que telle chose et le telle chose ne fonctionne pas. Il faut faire attention de ne pas faire le raccourci intellectuel que beaucoup de mes confrères et consoeurs font. Il n'y a pas d'études, c'est pas prouvé, donc ça ne marche pas. Attention, là. J'ai pas d'études qui prouvent que respirer, c'est bon pour la santé, là. C'est un peu absurde ce que je vais dire, mais c'est vrai pareil. Alors, les études, c'est un moyen d'appréhender les choses, c'est un moyen de prouver quelque chose, c'est un extraordinaire moyen de marketing. Regardez comment ça se passe en pharmaceutique. Puis, c'est pas parce que la preuve n'a pas été faite que la réalité n'est pas là. Alors, est-ce que ça marche chez tout le monde? Est-ce que c'est prouvé hors de tout doute? Est-ce que je peux quantifier l'effet? Non. Mais est-ce que des gens rapportent que ça marche? Ça tient la route. Alors, c'est là où je suis obligé de prendre mon intelligence et de dire, OK, si je constate des effets chez des gens, est-ce que je suis capable de postuler un mécanisme d'action qui va me plaire en termes de compréhension de la chose? J'essaye. Mais je vais toujours dire, un peu comme quand je pars d'une indication traditionnelle, je vais vous le dire que c'est traditionnel, j'ai déjà fait avec vous autres, je ne le sais pas ce bout-là, mais je pense que. C'est là où... OK. Voilà. Merci d'avoir cette partie. Je vais juste répondre à la dernière. Trop de vitamine D. Non, alors, ça m'énerve, ça revient partout. Puis c'est une demi-vérité. Il est possible de prendre trop de vitamine D, mais tenez-vous bien. On parle de 60 à 100 fois l'apport nutritionnel recommandé. Là, je vais vous faire de la mathématique, je ne vais pas votre plate. L'apport nutritionnel recommandé en Amérique du Nord, c'est 600 fois 60 ou fois 100. Ce n'est pas les dosages que je recommande. Et on parle d'une dose de cheval comme ça, ou une dose atroce, plusieurs mois avant que ça ait des effets toxiques. Alors, quand je parle de 50 unités par kilo, c'est gros par rapport à ce que tout le monde dit, c'est vrai, mais je ne suis pas à 100 000 unités, là. 100, 200, 300 000, je ne suis pas là, là. Puis je ne suis jamais dans les bolus où on donne une méga dose pour la saison. Ça ne marche pas, ça. Donc, on prend des doses pondérales selon son poids qui vont varier dépendant de l'indication. Des fois, je me suis plus généreux pour certaines maladies que d'autres, mais on est vraiment dans une dose qui est conforme à ce que mon corps fabriquerait si je m'exposais au soleil une durée minimale d'érythème. Donc, la durée qui m'est propre, où je m'expose au soleil à la limite de la rougeur. Alors, si je suis noir sénégalais, ben, il n'y a peut-être pas assez de soleil au Québec. Si je suis blanc scandinave ou rouquin, j'ai presque pas de pigments, c'est peut-être 4 minutes. Connais-toi toi-même. Parfait. Moi, j'ai vécu quelques stress cette semaine, puis j'ai senti que ça venait se loger dans ma gorge. C'est vraiment désagréable et j'arrive pas à... Là, je suis là, je sors, je respire, je prends du magnésium. Il y a un lien entre le stress et... La tolérance au stress, absolument. Plus tu es stressé, plus tu flushes du magnésium. Oui, c'est vrai. Est-ce que plus tu prends du magnésium, plus ça t'aide à tolérer le stress ou l'inverse n'est pas vrai? C'est vrai, OK? Le magnésium, comme les vitamines B, comme les oméga 3, comme la vitamine D, sont des pièces, encore là, des briques dans le mur qui améliorent ma tolérance au stress. Ce n'est pas pharmacologique, au sens où c'est pas vrai comme tu vas prendre de la l'ashwagandha, de la théanine, un médicament calmant qui là va... on n'est pas là. On est augmenter ta résistance physique, ce qui fait que le stress te touche, mais ta résistance, tu n'es pas blessé par le stress. Quand le stress se loge quelque part en particulier, tu vas parler de la gorge. Je pourrais te parler de médecine énergétique du chakra de la gorge, c'est d'autres choses, ça. Parce que toi, puis bon, on est dans la communication. Fait que très souvent, c'est là que ça se lave. Parlons aux chanteurs. Hein? Ils font tout pour ne pas affecter ça. C'est là où tu deviens, non seulement tu t'intéresses au stress, au pourquoi, tu t'intéresses au comment, aux symptômes. Et c'est là, bon, toi, tu es beaucoup dans le monde des huiles essentielles. Bien, toutes les huiles essentielles qui vont avoir des effets mucolytiques. Alors, le ravetsara,
l'eucalyptus, voire le citron, sont des huiles qui sont mucolytiques qui vont t'aider à dégager ce mucus-là. On parle de symptômes ici. Tu sais, j'ai même eu à un moment donné, quand j'ai eu les gros événements en 2018, j'ai même une bosse qui m'a poussé dans. Oui, possible, oui. J'ai dû la faire retirer, mais il n'y avait rien dedans. C'était pas. La chirurgienne, elle me dit, Jacinthe, j'ai jamais vu ça, c'était comme une balloune. Tu sais, il y avait. Mais ça m'a poussé dans la gorge. Bref, oui, je sais que c'est arrivé là, mais souvent, on ne réalise pas quand le stress nous atteint. Moi, c'est assez. Exactement. Et c'était flagrant cette semaine, puis j'essayais de l'évacuer, puis j'étais pas capable. Tu sais, malgré tout ce que je fais déjà qui est comme A1, fait que là, je m'appuie, si on veut, où j'utilise les respirations. On dirait que c'est probablement ce qu'il y a à la base, là. Mais Oui, bien, vois-tu, quand tu parles de stress, quand tu parles de toutes ces techniques-là, respiration, tu tombes dans une espèce de flou en termes de science, puis on a des bribes d'explications. Je vous ai déjà abordé ce sujet-là, c'est le conflit entre la pensée occidentale, qui est très réductionniste, on a des petites boîtes, puis la pensée orientale, qui est beaucoup plus globale. La notion des chakras en médecine, c'est une grande farce, personne n'y croit. Par contre, tu es obligé de constater qu'il y a quelque chose là, que je comprends pas, puis les gens qui sont dans la communication, souvent, sont pognés là. OK. Puis il y a les 7 chakras, puis tout ça. La respiration m'a donné un bout de l'explication. Quand tu respires au niveau abdominal, tu vas stimuler le côté relaxation, le côté parasympathique, le système nerveux autonome de la relaxation. Quand tu es ici, tu es pris dans le système sympathique, celui de l'action, celui qui est encouragé par le stress. Mais en même temps, si tu fais ça, tu es peut-être plus combatif, mais tout ce qui est relié au parasympathique, notamment ta digestion, ta capacité de relaxer, ta capacité de dormir, va être affecté négativement. L'autre point où tu peux rajouter sur ça, quand tu respires par le nez, dans toutes les techniques, tu as une narine, l'autre narine par le nez. Pourquoi? Bon, c'est plus calmant, il faut que tu te concentres dessus, pleine conscience, tout ce que tu veux. Là. Mais il y a un petit détail qui vient d'apparaître en science. Quand tu inspires par le nez, tu génères une molécule qui s'appelle l'oxyde nitrique, qui est une molécule que ton corps adore parce qu'elle a quoi? Elle a un effet relaxant au niveau du système digestif, au niveau du système vasculaire, parce qu'elle est générée là, est absorbée dans les poumons, puis partout ailleurs, ça fait d'où l'effet, quand la phrase « respire par le nez », il y a une logique derrière. Incroyable. Comme ça. On peut se dire qu'on est pas mal tous stressés aussi. 2 ans après, tu sais, avec la guerre, tout ce qui se passe, l'impact, tu sais, tout, le panier d'épicerie qui est plus cher, tout. Tout. Je vais juste, tu sais, je consulte justement parce que moi, je suis consciente, mais je ne suis pas consciente de tout le reste du stress que je vis, que je... On a tous un bagage. Puis, tu sais, dans la Bible, il y a une belle petite parabole qui parle de la poutre et de la paille. Hein? Il est plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans le sien. C'est vrai, ça. S'auto-observer, maudit que c'est difficile. Ou alors, tu deviens obsédé sur un détail. Oui. On est tous bien bons pour regarder l'autre. Mais soi-même, là... J'ai, tu sais, Gina qui dit la méditation, j'aimerais tellement... Je suis pas rendue là, j'ai jamais médité. Tu sais, même juste aller marcher, respirer, du repos, oui, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps pour le repos. Mais ton livre est extraordinaire pour ça aussi. Et c'est ça, mais tu sais, c'est le livre de chevet de plusieurs, Bon stress, bad stress, qui est disponible sur notre site, dans nos maisons. Ton site, c'est jydion.com où tout est là, ton webinaire de ce soir, les consultations avec toi, quelqu'un demandait tantôt. Et je sais tu vas là-dessus, je veux une consultation, tu lis tout ça, tu es d'accord, tu fais la procédure, tu n'es pas d'accord, tu vas ailleurs. C'est très, vous choisissez. Et quand tu es en consultation avec les gens, puis il y a quelqu'un qui a pris le temps de nous faire un compte rendu après, parce que je lui avais offert en cadeau une consultation avec toi. Oui, c'est super fin, ça. Oui, et tu sais, tu vas regarder tout le bagage, avec les rapports, les analyses de... Tout ce qu'on... Oui. Et petit bambou avec docteur Christophe André. Christophe André, c'est un psychiatre français qui est un des gourous / leaders du monde de la pleine conscience.
Ah, OK. Il a fait des recherches, entre autres, des IRM, des scans du cerveau avec Mathieu Ricard, le moine bouddhiste Ah, là, qui est on super connu, et son cerveau est changé par la méditation. Tu sais, wow. quand je te dis le pont des trucs, c'est gourou machin asiatique, tu fais, puis là tu fais comme, attends une minute, là, la science comment en train de le prouver cette affaire-là? Ouh! Dans mon bouquin, je cite Sonia Lupien, qui est OK. une chercheure Oui. de Montréal, qui est une sommité mondiale dans le stress. Allez voir son site stresshumain.ca. Elle fait des choses extraordinaires. Elle a un acronyme que j'aime beaucoup qui est CINE. CINE, c'est les 4 lettres qui définissent le stress négatif. C pour contrôle. Écoutez les nouvelles, là, ce qui se passe voyons, en Ukraine, c'est atroce, mais j'ai aucun contrôle dessus. Donc, il ne faut pas que je laisse m'embarquer dessus. Inconnu. On me demande de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je suis au bureau, tu sais. Nouveau, c'est la première fois que je le fais. Alors, les deux-là sont intimement reliés. Puis égo menacé. Quand je suis dans une situation où je me sens agressé, puis tu peux comprendre de quoi on parle, toi puis moi. Tu te sens attaqué, tu te sens agressé. Des fois, tu fais juste le percevoir, mais c'est pas réel. Ton cerveau n'a pas fait la différence, là. Où Puis ça moi, j'en ai rajouté. tu sais, ça renvoie. Moi, l'histoire, la boule est arrivée quand la dermatologue m'a dit, hey, nous, les dermatologues, ça m'a renvoyé à toute l'espèce de, tu sais, je sais pas comment, c'est intense. C'est quand Ah, ah. on essaie de débroussailler ce milieu-là ou de faire connaître les bienfaits des produits naturels qu'on est perçu comme des charlatans. C'est ça qui... Puis ça, c'est essentiellement philosophique, voire politique, voire bassement humain. Tu sais, puis un autre lettre que moi je rajoute qui est A pour anticipation. Ah oui. Quand tu anticipes ton entrevue avec l'employeur, là, que c'est stressant. Tu sais? C'est puis, alors on peut utiliser l'anticipation pour améliorer ce que tous les athlètes font, qu'on appelle la visualisation. Encore là, quand c'est arrivé, c'était super gourou, machin chouette. Puis on a fait, hey, ça marche cette affaire-là. Là. Si tu te vois dans la situation gagnante, si tu te vois réussir, avoir le bon mot, le bon geste, dans le cas de l'athlète, la bonne performance, te voir gagner, t'es meilleur. Profitons-en. Tout ça en respirant par le nez. Et Absolument. je remercie tout le monde qui me propose de méditer au moins 5 minutes par jour. Oui, absolument. Tu sais, on est d'accord. Moi, j'ai dit à une cliente à un moment donné qui avait le même problème que toi, pas capable, pas capable. Peux-tu combiner 2 affaires en même temps? Genre, méditer pendant que tu cuisines. Oui. Écouter les oiseaux, pleine conscience, pendant que tu prends une marche qui peut durer 5 minutes. C'est juste de combiner ça. En fait, ça, là, si vous voulez vous amuser, c'est l'approche Raja Yoga, l'approche royale, où tu intègres dans ta vie ces grands principes-là. Moi, j'ai jamais été capable de m'installer et de méditer 20 minutes, OK? J'ai jamais été capable. Par contre, On est pas mal le même. Oui, oui. on est pas mal sanguins tous les deux. Ouais. Par contre, je me permets de le faire autrement. Oui, oui. Alors, par exemple, tu t'installes pour dormir, puis là, ben, tu commences à faire des respirations, tu écoutes, tu concentres, pleine conscience. Tu sais, il y a plein de choses à l'intérieur de. Tu es en auto, tu sais, tu respires par le nez, Et parce qu'il y a un tarlac qui va te couper. tu contempler, être heureux, Voilà. essayer d'être heureux en moment de la chance qu'on a aussi. Tout à fait. Merci, merci encore une fois, merci infiniment. Et j'ai eu pas mal toutes les questions et merci, merci Marie-Christine qui me les a envoyées. Merci et à la semaine prochaine. Bon webinaire ce soir. C'est ça. Puis la semaine prochaine, je suis pas là. Oui. Moi, j'anime la semaine. C'est ça, je suis pas là, je suis au Spaceman. C'est donc dans 2 semaines qu'on va être là. Et on va se jaser avec cœur. Merveilleux. Bye bye. Merci. Salut tout le monde. Bye. Bye.